Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, on accueille avec nous Philippe Landeux. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bienvenue sur la Libre Antenne. Donc toi, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu as été assez prolifique quand même. Quelques-uns, ouais. Ouais, quelques-uns, hein, on peut dire. Donc des ouvrages donc sur une... Alors, j'ai envie de dire sur... déjà, tu es un spécialiste de Robespierre, il faut bien le préciser. Tu es reconnu comme tel en plus. Bah, reconnu, j'irai peut-être pas jusque-là, mais... Oh bah j'ai vu pas mal de choses. Quand on tape Robespierre, Philippe Landeux, énormément de liens qui sortent. En tout cas, tu es assez spécialiste donc de Robespierre, ce dont on va parler d'ailleurs dans la première partie. Et puis on abordera aussi, bien sûr, ta grande, j'ai envie de dire... théorie d'un monde sans argent. C'est ça. Voilà, qui est le civisme. Le civisme, voilà, donc qui est vraiment une part très importante donc, de ton œuvre, hein, de l'ensemble. C'est le départ. C'est le départ, voilà. En fait. Donc une question très très intéressante, de toute façon, qu'on abordera ensuite. Donc pour parler, évidemment, comme on a dit, de Robespierre, puisque... Direct. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite, quoi. Parce que, ou alors peut-être tu veux te présenter un petit peu au public, peut-être, parce que c'est vrai que les gens, ils sont curieux, ils aiment bien connaître un peu le parcours de chacun. Mon parcours, ce sera plutôt, en fait, expliquer tout ce que j'ai écrit. Oui. Finalement, ce que je suis se résume, en fait, à ce que j'ai fait. Parce que je suis un autodidacte, donc je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas... ce que je fais, ce que je suis, c'est ce que je fais, quoi. Et je vais à Paris dans les années... en 96. Et c'est à partir de là que j'ai découvert la Révolution. Alors, à force de lire dans le métro, j'ai voulu lire des choses intéressantes et je suis tombé sur Robespierre. Là, ça a été ma première révélation. D'ailleurs, pour les auditeurs, un bon bouquin sur Robespierre, c'est Jean Massin. De la vie de tous les gens qui connaissent Robespierre, c'est une de ses meilleures biographies, quoi. Donc Robespierre de Jean Massin. Selon moi, la meilleure étant celle de Ernest Hamel, mais qui est beaucoup plus imposante. 2 fois 750 pages. Donc, donc voilà, il faut vraiment être passionné par le sujet pour lire ça, quoi. Et donc j'ai découvert Robespierre et je me suis passionné pour la Révolution française, qui est une des périodes quand même les plus riches de l'histoire, peut-être même de l'humanité, pas seulement de France, mais de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de débats, c'est vraiment de la philosophie politique. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir de mon côté, quoi. Et c'est là que un an après, j'ai mis le doigt sur ma propre théorie, et c'est là que je me suis mis à écrire de mon côté. Alors que je ne suis pas du tout en littéraire, je n'avais jamais écrit. Et j'avais une théorie, donc j'ai dû l'écrire. Pour la diffuser, pour la propager, il faut l'écrire. Donc j'ai commencé à écrire. C'est comme ça en fait que j'ai commencé. Donc c'est une théorie que j'ai rapidement appelée le civisme. Non, d'abord je ne l'appelais pas comme ça, d'abord je l'appelais société du travail. Puis je l'ai réécrite. En fait, la première version, je l'ai perdue parce que mon ordinateur était vérolé. Donc j'ai carrément perdu la première version. Donc j'ai dû réécrire cette version-là. Puis en fait, c'est une version que j'ai pas utilisée parce que comme c'était quand même mon début dans l'écriture, en plus que j'étais influencé par la Révolution française, donc j'adorais faire comme à l'époque, reprendre des citations latines ou des exemples puisés dans l'histoire de l'Antiquité. En fait. J'étais un peu dans mon délire. Et donc j'ai écrit cette théorie et je n'ai pas trouvé d'éditeur. Ce qui fait que, en attendant, je me suis dit, tiens, je vais m'attaquer, le cœur de mon sujet étant l'argent. Comment renverser l'argent, ce qui est quand même plus que controversé. Oui, et je me suis dit, je vais peut-être m'attaquer à quelque chose de moins controversé. Robespierre. Donc en fait, alors j'ai créé, au départ, ce que j'ai voulu faire, c'était faire un site internet, mais je crois qu'il a disparu aujourd'hui. Il était sur Multimania. J'avais fait le plus gros site qu'on trouvait sur Robespierre. À partir des œuvres complètes, j'avais donc lu les œuvres complètes, fait une chronologie de la Révolution française et inséré le discours de Robespierre. Et ce travail-là, je l'ai continué. Pour le continuer, j'ai lu tous les arrêtés du Comité de salut public, enfin les recueils qui existent sur le Comité de salut public, faits par Alphonse Sollard, faits dès la fin du 19e, à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e. J'en ai fait une compilation. Pour compléter ce travail-là, donc toujours par rapport aussi à Robespierre, parce que toutes les informations que j'ai trouvées là,
je les ai insérés dans mon bouquin sur Robespierre. Pour compléter ce travail-là, j'ai fait un travail sur le tribunal révolutionnaire. Je suis allé aux archives nationales, parce qu'en fait, on ne trouve pas les chiffres. Dans une vidéo, on voit un schéma, je présente un schéma de la terreur. Mais pour faire le schéma de la terreur, il fallait les chiffres. Or, ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, plus de 200 ans après la Révolution, on n'a pas les chiffres. Aucun historien n'a présenté tous les chiffres. On ne sait pas exactement combien il y a eu d'exécutés. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas eu apparemment d'études faites là-dessus. Certains historiens ont travaillé sur les exécutés, mais il n'y en a pas qui ont travaillé sur les autres prévenus, qui n'ont pas tous été envoyés à la guillotine. Il y a eu des acquittés, il y a des gens qui ont été condamnés à d'autres peines. Donc, pour avoir une vue juste du tribunal révolutionnaire, il fallait avoir tous les verdicts. Et ça, on ne le trouve pas. Et donc, du coup, j'y été avec mes petites mains. J'ai sorti tous les cartons du tribunal révolutionnaire. Ce qui est énorme, fantastique, c'est qu'ils existent encore. Moi, je pensais que certains avaient pu brûler à l'époque de la Commune. Parce qu'on sait que l'hôtel de ville a brûlé, les Tuileries ont brûlé, et qu'il y avait des archives dans ces bâtiments. Et en fait, ces documents-là, eux, n'ont pas brûlé. Et donc on a tout. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et entre-temps, je me suis mis à réécrire ma théorie. J'ai d'abord écrit un bouquin qui s'appelle Réquisitoire contre l'argent. On peut le montrer d'ailleurs. On peut le montrer, oui. Il va le trouver, Réquisitoire contre Donc, l'argent. Réquisitoire contre l'argent, c'est en fait quelque part la. Le micro pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci de son micro qui est brisé. Il fait quoi? Si. J'envoie une pause. Ouais, il y a un souci avec le micro. Voilà, donc reprise, oui, il y avait un petit parasite dans le micro apparemment, mais bon, apparemment chez nous c'était pas audible, hein, puisqu'ils me disent non, le son était parfait. Donc, Donc, on va reprendre. Donc j'en étais au Réquisitoire contre l'argent, qui en fait reprend la première partie de la première version de ma théorie. Suite à ça, j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle, j'ai écrit une théorie de la propriété, que je n'ai pas en fait, il est finalisé, mais je ne l'ai jamais finalisé au point de pouvoir le présenter à des éditeurs. Puis enfin, j'ai réécrit carrément ma théorie. Donc la théorie qui est le civisme, qui est celui-là. Alors je sais pas si... Voilà. il est refait sur la... Ouais. Mais il va les trouver, parce que lui, après, quand il les voit, il les trouve et il met la bonne affiche. Donc, et entre-temps, depuis, j'ai créé un blog, donc à mon nom, Philippe Landeux, pour lequel j'écris beaucoup de textes. Et j'ai également fait des schémas. À l'époque, je ne les avais pas fait pour ma théorie, mais il me semblait que ça manquait. Donc, je les ai fait tranquillement pour le blog, et j'ai réuni les schémas et certains textes dans un autre bouquin qui va évoquer certaines choses à beaucoup de monde, qu'on appelle donc le civisme illustré, et que voici. Voilà, lui, il va trouver. Voilà. Donc tous ces bouquins, pour l'instant, n'ont pas d'éditeur, mais on peut quand même déjà se les procurer sur The Book Edition, en passant par mon blog. Mais sinon, donc sur The Book Edition, on tape Landeux, et on trouve tous mes bouquins. Suite à ça, j'ai également écrit, donc, en m'appuyant sur le travail que j'avais fait sur la Révolution, j'ai écrit d'abord un premier essai sur Robespierre. Alors, à propos de ce bouquin-là, jusqu'à présent, il était disponible, donc pareil, sur The Book Edition, donc ça s'appelle... alors je ne sais pas si le titre sera celui-là quand il va sortir. Donc, moi je l'avais appelé Robespierre, l'âme de la Révolution, Nation et démocratie.
et qui devrait être publié par Contre-Culture à la rentrée. Donc je le montre, mais donc, pour l'instant celui-là il n'est plus disponible. Voilà. Et évidemment celui qui est le plus connu, celui d'ailleurs que j'ai rendu le plus, c'est l'intégrale des discours de Robespierre. Je vais commencer par monter la tranche. 900 pages. Donc Robespierre parle au français. Voilà. L'intégrale de ses discours, plus 80 interventions, plus des dizaines d'articles et de documents, enfin, tout ce qui permet de saisir la pensée de Robespierre. Et pour finir, un autre bouquin qui n'est pas en fait quelque chose de nouveau, mais ah d'ailleurs il en manque un, tiens. Il en manque un. Je voulais pas te faire peur, je t'ai pas tout amené. Il en manque un petit qui s'appelle Principe universel de l'ordre social, ou base de la société à usage universel, que l'on trouve d'ailleurs dans celui-là. Attends, je dis peut-être une bête, non. Non, on ne le trouve pas dans celui-là, on le trouve dans celui-là. Dans celui-là qui est en fait la somme de tous mes textes qui tournent autour de ma théorie, quoi. On me demande si les livres sont gratuits. Ils ne sont pas gratuits, non, les livres. Non, ils ne sont pas gratuits, Julien. The Book Edition ne rase pas gratis. Non. Par contre, on peut trouver, je dis une bêtise, on peut trouver sur mon blog les PDF gratuits de ma théorie, du réquisitoire, donc du réquisitoire, du civisme. Et puis ceux-là, ils sont déjà sur mon blog gratuitement. Donc, mais bon, c'est pas sous forme de bouquin. Sous forme d'articles disséminés à droite et à gauche. Voilà, pour la présentation. Donc en fait, moi j'en suis là, et actuellement je suis en train de travailler sur la Vendée. D'accord. Donc la Vendée, encore une affaire révolutionnaire. En fait, je travaille sur la Vendée. Il y a déjà beaucoup de choses en fait dans mon essai sur Robespierre. Pour prouver que Robespierre en fait n'y est pour rien. Parce qu'on l'accuse souvent de... Robespierre, pour tout dire, c'est-à-dire que d'un point de vue, voilà, on va dire l'image que vous en est donnée à l'école et du côté, on va dire, républicain, c'est de nous dire que c'était un immense dictateur immonde qui a initié la terreur et fait tomber les têtes. Et puis, Plutôt être républicain quand on dit ça, quoi. Et puis de l'autre côté, on entend un autre son de cloche, donc il y a d'autres gens... Des cloches, ouais. Des cloches qui nous expliquent que voilà, Robespierre serait plutôt justement un démocrate dans l'âme, qu'il avait pris la défense des pauvres et que c'est pour ça qu'on a eu sa tête finalement. Clairement, hein. Ouais. Oui, c'est clairement ça, quoi. Robespierre a toujours été... il avait une ligne, Oui. Lui, il voulait, il n'a pas changé, hein. L'égalité des citoyens, la souveraineté du peuple, l'indépendance nationale. Voilà. C'est ça sa ligne, hein, du début à la fin, quoi. Alors pourquoi on l'accuse de cette terreur? Quel rôle il a pu avoir pour... D'abord, qui l'accuse, qui l'a renversé? Ceux qui l'accusent vont dire c'est bon... Je ne parle pas aujourd'hui, hein. Ouais. Je parle à l'époque. À l'époque À l'époque, ce sont précisément ceux qui avaient commis toutes les atrocités de la terreur, et ceux qui voulaient à toute force instaurer l'ordre bourgeois. Alors on peut avoir les noms. Alors, il y a les Fouché, les Taliens, donc ça c'est pour les gens qui ont fait la terreur, les Collets d'Herbois. Fouché, Collets d'Herbois, c'est les mitraillettes de Lyon. Les Carriers, Carrier il n'a pas trop trempé dans le 9 Thermidor, mais parce que lui là, il a été calmé. Mais Carrier c'est les noyés de Nantes. Enfin tous les Taliens, les pourris qui s'en sont mis plein les poches, et ensuite les tenants d'un ordre bourgeois. Clairement, ceux qui derrière vont être à la tête de la convention thermidorienne, qui derrière vont mettre Bonaparte, etc. Parce que cela. Moi j'ai l'impression, alors justement, est-ce que toi tu es d'une pensée qu'on pourrait appeler contre-révolutionnaire un peu? Ah non, comment ça contre-révolutionnaire? C'est-à-dire que quand j'entends, ce que tu dis par exemple sur Robespierre, est-ce que c'est pas finalement tu es contre la révolution? Non, mais excuse-moi, c'est avec la mort de Robespierre que la révolution est finie. Hein. D'accord. C'est Robespierre qui incarne la révolution. Lui, c'est... En fait, à l'époque de la révolution, il y a deux contre-révolutions, à mon sens. Il y a d'une part la contre-révolution aristocratique, nobiliaire, et la contre-révolution bourgeoise. Et c'est la contre-révolution bourgeoise qui gagne. La révolution n'a pas été gagnée par les révolutionnaires. Les révolutionnaires ont perdu. Les Robespierre, les Marat, les Saint-Just, qui sont les vrais révolutionnaires, ont perdu. Et ce sont les bourgeois qui ont gagné, au final. Ouais, parce que cette philosophie des Lumières qui a été imposée
Ça veut dire quoi? La Révolution française, c'est le début donc d'un ordre bourgeois, d'un ordre marchand. Bah, tout à fait. C'est ça? Mais qui est mis en place dès 89, dès la Constituante. La Constituante, qui est formée au départ donc c'est la Constituante, c'est la suite des États généraux. Donc les États généraux étaient constitués par un quart de nobles, en tout cas en théorie, un quart d'ecclésiastiques et une moitié de bourgeois. Donc, et dès le départ, alors, les bourgeois, sachant que les bourgeois à l'époque, pour beaucoup, avaient les mêmes intérêts que les nobles. Puisqu'ils avaient acheté des terres, etc. Et du coup, ils jouissaient des mêmes droits que les nobles sur la terre. Donc tous ces intérêts étaient mélangés. Et dès 89, dès la fin de 89, il est clair que la Constituante veut instaurer un ordre bourgeois. Elle exclut les pauvres de la garde nationale, les exclut du corps politique. Voilà, l'argent devient l'étalon de tout. Et qui s'oppose à la Constituante, à cette politique-là? Robespierre. Robespierre, une poignée de gens. Alors, ces gens à l'Assemblée n'ont pas de majorité, par contre, ils sont beaucoup plus suivis au niveau des Jacobins. Donc les Jacobins, c'est un club en dehors de l'Assemblée, qui au départ est constitué d'élus, enfin de députés, mais qui petit à petit vont s'ouvrir d'abord aux bourgeois, puis après à des gens plus aisés, mais plus modestes. Ça restera toujours un club assez élitiste, contrairement à d'autres clubs, comme les Cordeliers, ou d'autres clubs après moins connus, mais... Et la ligne de Robespierre, c'est vraiment s'opposer à la ligne bourgeoise. Et ça va être le cas tout le temps. Après la Constituante, on va voir les Girondins, qui vont reprendre le flambeau de la politique bourgeoise. On appelle les Girondins un groupe de députés qui, pour certains, sont originaires donc de Bordeaux, de la Gironde, et qui vont être rejoints par d'autres, notamment des Marseillais. Et ce sont des gens qui vont défendre, eux aussi, la haute bourgeoisie, et qui vont à toute force imposer la politique qu'on appellerait aujourd'hui ultralibérale. On n'intervient pas, ça c'est la théorie, on n'intervient pas en matière d'économie. L'État n'intervient pas. Sauf quand les gens ne sont pas contents, on envoie la troupe. Parce qu'en fait c'est ça, on n'intervient pas, mais quand il faut quand même on tire un peu sur les gens, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas du tout la ligne de Robespierre. Oui, parce que souvent dans la Révolution, voilà, le grand passage qu'on oublie, c'est l'abolition des corporations, en fait, l'aboutissement on va dire d'un ouvrier ou d'un artisan qui devient salarié et à la merci du grand patronat, c'est ça? Ouais. Alors l'abolition des corporations date je crois, de 91. Ouais. C'est la loi Le Chapelier. Le Chapelier, ouais. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la loi Le Chapelier fait partie d'un ensemble de lois. Oui. Donc j'en ai déjà évoqué une tout à l'heure, qui est celle de l'exclusion des pauvres. Alors, quand on dit les pauvres, c'est les gens qui ne payaient pas, en termes d'impôts, l'équivalent de 3 journées de travail. Mais ça exclut à l'époque beaucoup de monde. Ça fait partie d'une loi. Donc derrière l'exclusion de la garde nationale, il y a plusieurs lois. Donc il y a celle-là donc, sur les corporations. Il y en a encore une sur la liberté de la presse, sur le droit de s'assembler, je crois, c'est ça. Sur la liberté la liberté de pétition. Voilà. Et effectivement, Robespierre ne s'est pas opposé. Parce qu'il faut voir aussi que nous, on a le recul historique. À l'époque, ils n'avaient pas. Bon. Et en plus, Robespierre lui a été sur tous les fronts. Et effectivement, sur cette question-là, il n'est pas intervenu. Mais juste après cette loi, la suppression des corporations, Robespierre, lui, a défendu le droit pour les citoyens de faire des pétitions en nom collectif. C'est-à-dire que la Constituante voulait autoriser, en théorie, le droit de pétition, mais en nom individuel. Lui, il voulait que les gens puissent faire des pétitions en nom collectif. Et quelque part, c'est l'ancêtre du syndicat, si vous voulez. Quand les ouvriers peuvent pétitionner collectivement, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la grève, le syndicat, etc. Donc lui, il a défendu ça. Donc il n'a peut-être pas tout défendu, hein, mais en même temps, il n'était pas tout seul, Robespierre. On peut quand même lui faire... voilà, il a oublié un truc, bon. Donc voilà sa ligne. Hein. Et on nous demande qui c'est qui a financé réellement la révolution bourgeoise, hein, au fond. Bah, c'est les bourgeois, c'est qui Alors l'idée, effectivement, c'est que d'abord la révolution a été... le déclencheur de la révolution, c'est que le royaume était endetté, était presque au bord de la banqueroute, suite pour différentes raisons. Il y a eu la guerre d'indépendance, mais
Il y a eu aussi un traité avec l'Angleterre qui a ruiné le commerce français. Enfin, il y a eu des récoltes mauvaises. Le royaume était au bord de la banqueroute et on appelle les députés des députés des trois ordres les États généraux, qui sont le seul corps en fait habilité dans le royaume à lever de nouveaux impôts. C'est pour ça qu'on convoque les États généraux. Et en fait, leur solution, eux, alors, évidemment, ça ne marche pas, ils n'y arrivent pas, il y a des blocages. Et leur solution, ça va être de confisquer les biens du clergé. Qui était en fait énorme. À l'époque, on n'imagine pas ce que pouvaient être les biens du clergé, mais c'était un truc colossal. Et leur idée, donc, c'est de les revendre. Mais ils ne veulent pas les revendre de manière directe. Ce qu'ils vont faire, c'est émettre des bons que les gens vont pouvoir acheter. Et quand ils auront une certaine quantité de bons, ils pourront acheter des biens d'une valeur équivalente. En fait, c'est comme ça que naît le papier-monnaie. D'accord. Parce qu'en fait, rapidement, ces bons vont devenir... Les fameux assignats. Les assignats, c'est ça. Ils vont devenir, en fait, une monnaie, quoi. D'abord, ça va être des particuliers qui vont stocker des assignats, qui vont émettre... comment ils appellent ça des trucs de confiance, bons de confiance, je ne sais plus comment ils appellent ça, qui sont engagés sur des assignats. Et puis bientôt, c'est des assignats eux-mêmes qui serviront du billet. Enfin. Et au départ, c'est des grosses coupures. Alors, ça ne permet pas les petites transactions. Et petit à petit, en fait, l'Assemblée va mettre des coupures de plus en plus petites pour que les gens puissent faire du commerce avec. Quoi. C'est comme ça que naît le papier-monnaie. Et donc ça, c'est l'idée de la... C'est comme ça, en fait, que la Révolution se finance. Hein. D'accord, avec ce papier-monnaie, une monnaie de singe alors. Non, parce que c'était basé sur des biens qui étaient réels. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'était quand même basé sur les biens du clergé, c'est vrai. Les gens ont acheté des biens avec. Hein. Les biens nationaux, c'est ça les biens nationaux. Les biens du clergé, qui sont passés des mains du clergé à d'autres. Après, il y aura la même chose avec les biens des suspects, qui seront guillotinés, exécutés, donc les biens confisqués, et pareil, vendus. D'accord. Mais qui c'est qui était à la tête de ces... Il y avait quoi? Il y avait une banque derrière qui on va dire, qui tenait les ficelles et tout ça. C'était je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était l'Assemblée. Quoi. Et notamment, en fait, celui qu'on considère comme le grand Manitou de la finance à l'époque, c'est un Montpellierin qui s'appelle Cambon, qui était un député, et c'est lui, et d'ailleurs, il était contre Robespierre. Robespierre le dénonce du 9 Thermidor. D'accord, Cambon. Cambon. Il y a des avenues Cambon à Paris. Oui. C'est ça. D'accord. Bah, j'imagine. Et, parce que donc on arrive après, alors le coup d'État qui s'est passé après avec Napoléon, c'est voilà, c'est vraiment la bourgeoisie qui a pris le pouvoir, c'est définitif. Mais dès le 9 Thermidor, c'est ça. D'accord. Dès le 9 Thermidor. En fait, le 9 Thermidor, c'est Robespierre renversé, se disant parce que c'est un tyran. En fait, il est renversé par les mecs qui sont vraiment des fous furieux. Quoi. Sauf que ça ne marche pas à leur coup. Parce que rapidement, ils sont débordés par les bourgeois, qui les mettent au rencard. Et en fait, dès la fin de 94, les bourgeois sont à nouveau au pouvoir. En 93, une partie des Girondins, alors les principaux Girondins avaient été exclus de la Convention. Oui. Donc c'est les journées du 31 mai et 2 juin. Exclus, ils n'ont pas été arrêtés au départ. Hein. Enfin, ils ont été gardés à domicile. En fait, les trois quarts en ont profité pour se barrer dans les départements et alimenter la guerre civile qu'ils avaient fomentée déjà depuis au moins un an. Donc dès qu'ils ont été attrapés... Mais ça concerne donc une vingtaine, une trentaine de députés. Par contre, à l'Assemblée, ils avaient d'autres partisans qui, eux aussi, ont été arrêtés. Et c'est ce qu'on va appeler les fameux 73. Parce qu'ils ont signé une pétition, je crois, au mois de juin, je crois. Et tous ceux qui ont signé cette pétition en faveur des fameux députés arrêtés seront incarcérés plus tard. Et ils devront la vie à Robespierre. Parce qu'au moment où la terreur commence, les fous furieux du comité de sûreté générale, les hébertistes, etc., veulent la peau de ces gens-là. Et ils la réclament à la Convention. Tout le monde est prêt à s'aplatir, et c'est Robespierre qui intervient, et qui finalement obtient qu'on ne les décrète pas d'accusation, c'est-à-dire qu'on ne les envoie pas au tribunal révolutionnaire. Et ces gens-là devront la vie à Robespierre. Et d'ailleurs, on a plein de lettres qui témoignent de leur reconnaissance, etc. Des reconnaissances qu'ils auront tôt fait d'oublier une fois que Robespierre sera mort. Quoi. En tout cas, ces gens-là doivent la vie à Robespierre, et la Convention thermidorienne les rappelle. Je crois que c'est le 4 décembre, un truc comme ça, en 94. Donc où les bourgeois qui avaient déjà renversé Robespierre ont en plus un renfort des Girondins. Donc là, à partir de là,
C'est pour ça que la Convention va mettre en place la même politique bourgeoise qu'avaient voulu mettre en place les Girondins, d'où derrière donc l'ultralibéralisme, d'où cherté des denrées, d'où famine, d'où révolte, et ce sont les révoltes de Prairial et de Germinal. Donc en trois, qui sont elles écrasées, et pour le coup ils vont désarmer les faubourgs, et alors là, pour le coup, la révolution est totalement terminée, quoi. Et Babeuf, après, ça vient après. Babeuf, c'est 95, je crois, 95-96. Donc ça dure quoi, 3 ans, 4 ans quoi, ça, en fait, Deux. La révolution réellement, où il y a un début de... Bah, la révolution, non. En fait, pour moi, la révolution commence effectivement en 89. Elle va crescendo. On sent vraiment que ça monte crescendo, que le Parti populaire a de plus en plus de poids. Et puis ça s'arrête net avec Robespierre, quoi. Et après, effectivement, on retrouve Babeuf, mais ça n'a pas de réel impact. Et alors, concernant justement la Vendée, parce qu'on en a parlé un peu, mais on pourrait y revenir, parce qu'on nous dit Robespierre, donc lui, ce serait on va dire, l'acteur du génocide vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça qu'on dit, ouais. Alors, c'est quoi ce génocide vendéen? Mais déjà, pour moi, il n'y a pas eu de génocide. Ah. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de massacre. Je dis qu'il n'y a pas eu de génocide. Génocide, le mot, tu réfutes le mot génocide. Du tout. D'abord, la Vendée, elle continue jusque sous Napoléon. Il faudrait m'expliquer. Si des gens sont morts, ils ne sont plus là pour faire la guerre pendant 15 ans. Non, bon. Il n'y a pas eu, concrètement, il n'y a pas eu de génocide. Mais il n'y a pas eu non plus de volonté génocidaire. C'est-à-dire que, d'abord, nous, on dit les Vendéens, mais à l'époque, on ne disait pas les Vendéens. Ils disaient les rebelles, les brigands. Parce qu'en fait, la plupart des rebelles ne sont pas vendéens. Alors, effectivement, la Vendée, ça a été encore à part, quoi. Mais concrètement, il n'y a pas de... En fait, il y a eu un phénomène qui est un peu sensiblement identique, c'est en Mayenne. On ne dit pas d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit les gens de Mayenne. Ouais, je sais pas, les Mayennois. Les mayonnaise. Mais là, on dit les Chouans. Les Chouans, oui. Les Chouans, c'est la Mayenne. Et quand on dit les Chouans, on ne se dit pas, tiens, ils ont fait le génocide des gens de la Mayenne. Donc, en fait, nous, à force de répéter le terme vendéen, on a l'impression qu'ils sont acharnés sur des gens, quoi. Or, c'est pas le cas. Et les contemporains le disent eux-mêmes. La Vendée n'a pas commencé D'abord, ça n'a pas commencé en Vendée. Et puis la guerre de Vendée, ce n'est pas que la Vendée. Et d'ailleurs, ce n'est même pas toute la Vendée. En fait, le conflit, c'est quasiment toute la Bretagne. Ça va être... la situation va être reprise en mer assez rapidement dans le reste de la Bretagne, sauf au sud de la Loire. Mais le sud de la Loire, c'est donc le sud de la Loire inférieure. Donc aujourd'hui, je crois que c'est Loire-Atlantique, donc au sud de Nantes, le sud du Maine-et-Loire, le nord des Deux-Sèvres et le nord de la Vendée. Donc en fait, c'est une région qui est à cheval sur 4 départements. Donc c'est une population qu'on ne peut pas définir. C'est pas une population qui se définit d'un point de vue ethnique, racial. C'est pas une population non plus qu'on peut définir d'un point de vue religieux, parce que s'ils sont catholiques, mais toute la France est catholique. Ouais. Régional peut-être, non, ouais. Ça a un sens à l'époque, provincial, je dirais, si on veut reprendre le terme de l'époque des provinces. De toute manière, il y a la politique du comité, ce n'est pas de massacrer toute la population. Il y a plein d'arrêtés. En fait, la politique du comité, qui est quand même du comité, ça commence en fait, quand je dis le comité, je parle du comité de salut public, évidemment. Comité de salut public, ouais. La Vendée commence au mois de mars 93. Ouais. D'accord. Donc les causes mêmes de la Vendée sont à chercher dans la politique qui a été mise en œuvre avant. Robespierre lui arrive au comité de salut public le 27 juillet 93. Bon. Mais de toute manière, la politique de la Convention en général, ça a toujours été, évidemment, de mener une guerre implacable contre les rebelles, d'épargner, alors ça c'est au début. Au début, c'est épargner les citoyens égarés qui se sont lancés dans la rébellion, et de faire évacuer autant que possible la population, le reste de la population. C'est ça la politique. Après, effectivement, ce sera une guerre impitoyable contre les brigands, ce qu'ils appellent donc des brigands, les gens qui sont à mer armée, quoi. Oui. Mais il y a des gens qui sont à mer armée, qu'est-ce qu'on fait? Ou on se laisse tuer ou on les tue. Il n'y a pas 50 solutions. Et d'ailleurs, quand la République arrivera enfin à faire la paix, qu'est-ce qui se passe? 2 mois après, ils reprennent les armes. La paix, c'est en
c'est le 15 février 95, donc c'est le traité de la Jonaille. Ils reprennent les armes. Dès que les Anglais se pointent, hop, ils accourent pour les aider. Enfin, d'abord, quand je dis les Anglais, c'est les Anglais amènent les armées émigrées. Oui. Les Anglais n'ont pas fourni de troupes. D'ailleurs, une chose qu'on oublie d'ailleurs à propos de la Vendée, c'est que l'Angleterre a soutenu la Vendée. Les Vendéens ont été quelque part les instruments des Anglais. Alors, c'est ce qu'on leur a reproché d'ailleurs. On a dit c'est des collabos, ils ont collaboré avec l'ennemi des puissances de l'étranger. De fait, la France était en guerre contre toute l'Europe, dont l'Angleterre. Et ils sont soutenus par les Anglais. Et non seulement ils sont soutenus par les Anglais, mais il y a des étrangers dans leur rang. Il y a des Allemands ou des Suisses, on ne sait pas trop, des Prussiens, des Polonais, des Russes. Ah ouais. Qui viennent soutenir le rang des rebelles. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais en fait les représentants en mission attestent qu'effectivement il y a des. D'ailleurs il y en a qui sont fait prisonniers, c'est comme ça qu'on le sait. C'est un peu des mercenaires quoi. En fait, d'ailleurs, moi la Vendée ça me fait vraiment penser. Il y a un conflit actuellement qui fait vraiment penser à la Vendée, c'est ce qui se passe en Syrie. Oui. C'est des fanatiques religieux, aidés par l'étranger, qui mènent une guerre implacable à un gouvernement qui n'a pas tellement d'autre choix que de répondre à la guerre par la guerre. Quoi. Après, peu importe les causes de. Mais voilà, quand on est en guerre, on est en guerre. Quoi. Et ce n'est pas la République qui a commencé à déclarer la guerre à la Vendée. Ce sont les Vendéens qui ont. Enfin, ce qu'on appelle les Vendéens aujourd'hui. C'est eux qui ont commencé à massacrer des gens de leur propre région. C'est-à-dire, ils ont commencé par massacrer ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, c'est ça Machecoul. La Vendée, ça commence avec le massacre de Machecoul. Enfin, avec la révolte de Cholet, à propos du recrutement, puisque la France était en guerre. Une guerre qui a été voulue d'ailleurs par les Girondins, et que ne voulaient pas les Jacobins, dont Robespierre. Et les premiers massacres, c'est Machecoul. Alors j'avais fait d'ailleurs un débat avec Reynald Sécher. Quand je lui dis que c'est Machecoul, il me dit non, d'abord c'est Pornic. Excuse-moi, Pornic c'est après quoi. Chronologiquement c'est après. Hein. Machecoul c'est le début mars, et Pornic c'est à la fin. Donc c'est pas une conséquence Pornic. Il faut reprendre les choses. Donc là c'est pour ça que je vous fais un travail sur la Vendée. Je reprends les choses de manière chronologique avec tous les. D'ailleurs j'ai préparé quelques documents avec. Si on veut juger de la politique, de la politique du comité et de la convention, il faut se baser sur les arrêtés du comité et les décrets de la convention. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, quand j'ai débattu, Reynald Sécher me disait que d'entrée, la convention a fermé la porte aux rebelles. C'est faux. C'est totalement faux. Décret du 19 mars. Alors, décret du 19 mars, c'est. Note 1. Donc c'est l'article 9 donc, de ce décret. Les commandants de la force publique feront incessamment publier une proclamation portant injonction à tous les rebelles de se séparer et de mettre bas les armes. Ceux qui auront obéi seront rentrés dans le devoir. Au terme de la proclamation et dans le délai de 24 heures, ne pourront être inquiétés ni recherchés. Ceux qui livreront les chefs ou auteurs et instigateurs des révoltes, dans quelque temps que ce soit, avant néanmoins l'entière dispersion des révoltés, ne pourront être poursuivis, ni les jugements rendus contre eux, mis à exécution. Décret de la Convention du 19 mars. Arrêté du comité de salut public d'ailleurs. CSP. 16 avril. Donc on était en mars, là on est en avril. Donc note 2. Donc, arrêté du comité de salut public, c'est pas c'est pas une discussion de comptoir, hein, c'est les ordres émanant en fait de la convention, ratifiés derrière par la convention. Le comité a arrêté qu'il sera proposé à la convention nationale de décréter qu'il sera sursis dans les départements de l'Ouest au jugement et à l'exécution des coupables pris les armes à la main ou dans les attroupements de révoltés, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli et que les révoltés soient soumis. Oui, c'est-à-dire ils leur enjoignent de. Ils veulent soumettre à la loi de la République et puis. Oui, mais l'idée c'est pas de les massacrer. Oui, c'est pas oui. Mais bon, quand on est en train de m'expliquer, de me prouver qu'ils veulent absolument massacrer des gens parce que quoi d'abord? Parce qu'ils habitent dans une région, parce qu'ils sont catholiques.
C'est totalement faux. Il n'y a pas cette logique-là, en fait. Mais pourquoi ils se révoltaient, ces Vendéens? Parce qu'ils étaient attachés au roi? C'était leur attachement à la... C'est quoi les Ouais, raisons en fait, comme toujours, les raisons sont multiples? sont multiples. Est-ce que c'est spécialement un attachement au roi? Je ne crois pas en réalité. Ah, d'accord. Il y a une déception par rapport à la Révolution, ça c'est certain. Alors, d'ailleurs, pareil, quand j'ai débattu avec Renat Techer, donc je lui dis, et c'est une chose que disent également les représentants en mission, que c'est un conflit entre les campagnes et les villes. Les villes généralement plus révolutionnaires, plus patriotes, plus bourgeoises. Et on me dit, non, il n'y a pas de ville dans le coin. Pourquoi il n'y a pas de ville? Moi je vois une carte, je vois des villes. Tous les lieux dont il est question, ce sont des villes. En tout cas pour l'époque, ce sont des villes. Des gros bourgs, des villes. Cholet, Fontenay, Niort, Nantes, Saumur, enfin c'est des villes, que je sache. Et sans parler de Machecoul, c'est une ville pour l'époque, en fait. Donc il y a bien des villes. Et en fait, avec la politique bourgeoise qui a été menée depuis la Constituante, les paysans ont été déçus, parce qu'en fait, eux, ils espéraient... Un paysan, qu'est-ce qu'il veut un paysan? Bah, cultiver sa terre... Déjà, avoir de la terre. Ouais. Déjà, le truc, c'est un paysan, il aimerait avoir de la terre. Et avec la confiscation des biens du clergé, ils ont espéré en avoir. Sauf que c'est les bourgeois qui ont tout raflé. Donc ils l'ont eu un peu mauvaise, quoi. Oui, parce qu'en gros, on a confisqué le bien du clergé et c'est les bourgeois qui ont racheté ces terres au clergé, enfin les terres volées du clergé. Voilà. Donc, du coup, eux, ils se sont trouvés lésés, oui, d'accord. Ça, c'est une première raison. Alors après, effectivement, c'est peut-être une région où ils pouvaient être particulièrement attachés à leur clergé. Et le clergé leur a fait croire en fait que les gens, la révolution s'attaquait à la religion, ce qui n'est pas vrai. La religion, la révolution, enfin, ce qui à l'époque était donc les révolutionnaires, s'attaquait à l'organisation du clergé, mais pas à la religion elle-même. Et à partir du moment où ils confisquaient les biens, il fallait que le clergé ait des revenus, et donc des revenus fournis par l'État. Du coup, l'État avait un droit de regard sur ce qui se passait dans le clergé, quoi. D'où la réorganisation du clergé, d'où ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Et alors, évidemment, encore une fois, tout est complexe. En fait, cette réorganisation du clergé va fournir à certains un motif je parle aux ecclésiastiques, Oui. de mécontentement vis-à-vis de la Révolution, et le roi d'Espagne va s'en servir. Il va y avoir une affaire, en fait, je crois que c'est au Venezuela, dans la baie de Nucta, qui va mettre aux prises des Anglais et des Espagnols. Ouais. Et les Espagnols vont demander à la Maison de France de s'allier avec eux contre les Anglais. Mais les révolutionnaires vont s'y opposer. La Constituante va s'y opposer. Et du coup, le roi d'Espagne va avoir une dent contre les révolutionnaires et va pousser le pape à agiter le clergé en France contre les révolutionnaires. Donc tout ça, c'est quoi? Tu vois, les choses sont pas simples. Quand voilà. Et donc, mais objectivement, la Révolution, même la République, elle ne s'est pas attaquée à la religion en soi. Donc, d'ailleurs, elle a reconnu X fois la liberté de culte, etc. On me dit justement aussi, qu'est-ce que tu penses du culte de la raison et de l'être suprême inspiré par Voltaire et Rousseau et promu par Robespierre? Parce que ça, oui. Alors ça, j'explique tout ça dans mes essais, même dans la présentation des discours, donc du discours du 18 Floréal notamment. Ouais. Il y a plusieurs dossiers en fait dans mon bouquin de Robespierre, mon bouquin Robespierre par le français. Robespierre par le français. Il y a plusieurs étapes en fait dans la question du culte. Il y a les déchristianisations fin 93, je crois, octobre-novembre 93, donc j'ai fait un dossier là-dessus. Et après, effectivement, c'est encore une autre étape, c'est le fameux décret du 18 Floréal sur la reconnaissance par le peuple français de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Et décret qui, en fait, instaure les fêtes décadaires. Alors, je vais reprendre depuis le début. En 93, la Convention adopte un nouveau calendrier. Oui. Donc ça fait partie un peu de la tendance déchristianisatrice qui se fait jour à ce moment-là. Et Robespierre est contre d'ailleurs. Je parle du calendrier. Robespierre est contre l'adoption de ce calendrier. Mais Robespierre, encore une fois, Robespierre n'a pas le pouvoir. Donc le truc passe. La déchristianisation elle-même, ce qu'on appelle la déchristianisation menée par les hébertistes,
est calmé assez rapidement, d'ailleurs notamment grâce à Robespierre, qui intervient et aux Jacobins et à la Convention, et qui fait confirmer la liberté de culte, donc interdiction de s'en prendre violemment au culte, etc. Ça c'est Robespierre. Et la liberté de culte est confirmée le 6 décembre, les 6 et 8 décembre 93. Mais le problème, c'est que le calendrier républicain avait quand même été adopté. Or, ça bouleversait donc, le calendrier ordinaire. Et les dimanches étaient supprimés. Et donc, étaient remplacés par le décadi. Mais donc, le calendrier grégorien lui était organisé, tel dimanche c'est la fête de tel saint, etc. Bon, ou telle fête. Il n'y avait rien de tel en fait dans le calendrier républicain. Et le problème, c'est que précisément, de partout, dans des départements, les gens vont demander à la Convention d'organiser, de faire quelque chose d'unifié. Parce que chacun dans sa commune faisait donc une fête ce jour-là, mais chacun faisait une fête selon un thème différent. Et de partout dans les départements, les gens réclament en fait que la Convention organise les décadis. Et c'est comme ça qu'on en arrive en fait à ce fameux décret. Et c'est d'ailleurs pas Robespierre est le rapporteur de la proposition, il n'en est pas l'auteur en réalité. Bon, c'est lui qui fait le discours, tout ça, mais c'est pas lui qui l'imagine. C'est le comité d'instruction publique. Et c'est en particulier un député qui s'appelle Mathieu Deloise. Enfin Mathieu Deloise. C'est lui en fait qui pond un plan. Alors, c'est la première fois qu'on en entend parler et la dernière. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Enfin, c'est lui en fait qui fait ce plan. Et le plan que propose Robespierre, c'est quelque part celui qu'il a proposé, c'est plus simplifié. Quoi. Oui, d'accord. Voilà. Donc, et c'était en fait pour unifier en fait la France. Quoi. Donc c'est pas un truc qui est anti-catholique, parce que la liberté de culte est confirmée, mais c'était en fait pour créer une communion nationale à un certain jour. Quoi. D'ailleurs, on parle du culte de l'être suprême, en fait c'est exagéré. Il y a un jour parmi tous les décadis qui est consacré effectivement à une fête, à l'être suprême, mais toutes les autres fêtes sont consacrées à un terme particulier et placées sous les auspices de l'être suprême. Ce ne sont pas des fêtes de l'être suprême. Mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie Parce que penser des écrits aussi de l'abbé Baruel là-dessus, qui a beaucoup écrit sur cette période en disant l'influence de certaines loges franc-maçonnes, etc. Moi, je pense qu'effectivement, la franc-maçonnerie a eu de l'influence au début, et en fait, et de suite, très rapidement, en fait, elle a explosé. Quoi. Elle a explosé en vol. Il faut quand même voir que la Révolution, c'est un phénomène qui était totalement nouveau. Il n'y avait pas de politique avant la Révolution. Donc les gens qui voulaient avoir une activité intellectuelle, etc., se mettaient dans qui des clubs littéraires, qui des clubs, enfin, la franc-maçonnerie. Je pense que c'était perçu un peu comme ça, tu vois. On s'occupe. Mais avec la Révolution, ça change, les données changent, quoi. Et les gens explorent des pistes. Alors, il y a plein de clubs qui se créent dans tous les sens, il y a plein de tendances qui se font jour. Et les gens qui à l'époque étaient dans la franc-maçonnerie, se divisent sur plein de. Enfin, suivent chacun des tendances différentes. Quoi. Et en fait, d'ailleurs, on va retrouver des gens qui sont à l'origine, qui faisaient partie de la franc-maçonnerie, dans tous les courants, et des courants qui vont se livrer des guerres à mort, enfin une guerre à mort. Donc, au cœur de la Révolution, qui représente la franc-maçonnerie? D'ailleurs, Robespierre n'a jamais été franc-maçon. Ça, c'est une chose qu'on répète. Ah oui, alors il faut d'accord, non, parce il que n'a jamais été franc-maçon. il n'a jamais été franc-maçon. Non. Donc, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il était franc-maçon. Non, il n'était pas franc-maçon, non. Non, il n'a pas appartenu à une loge maçonnique. Couton, son collègue, oui. Mais lui, non. Il a appartenu à une société qu'on appelait les Rosati, à Arras. Mais c'était plutôt... c'était pas une société littéraire, mais enfin, c'était une société ludique. Un truc, Pas ça n'a rien à voir avec les Rosicruciens. Non, effectivement, le nom prête à confusion, mais c'était pas une loge maçonnique.